Et pendant la Seconde Guerre mondiale, les ultra-gauches vont refuser d'entrer dans la résistance en considérant qu'il n'y a pas de différence, et là ça devient beaucoup plus grave, entre les nazis et les Alliés. Et qu'au fond, la Shoah ne compte pas, puisqu'en réalité, nous parlons toujours d'exploitation. Oui, là aussi, il y a une minorité de la minorité qui, elle, rejoindra la résistance. Alors là, minorité de la minorité. Oui, là, vraiment très, très minoritaire. Et donc, cette vision-là fait que, à la fin des années 1970, bien plus tard, des ultra-gauches, regroupés autour du collectif de la Vieille Taupe, vont considérer qu'il n'y a pas de différence entre la Shoah, entre le nazisme et la démocratie, mais, selon eux, reprenant une brochure bordiguiste qui était sortie, enfin un texte bordiguiste qui était sorti dans les années en 1960, Auschwitz ou le Grand Alibi, vont dire que finalement la Shoah, c'est eux qui le disent, se trouve au cœur du consensus démocratique. C'est-à-dire que par crainte de revenir à la barbarie, évidemment, nous nous arc-boutons sur des valeurs démocratiques. Ça paraît un peu logique, mais pour eux, c'est quelque chose qui doit être miné. Si on veut détruire la société capitaliste, il faut l'ébranler de l'intérieur et détruire ce consensus démocratique. Et donc, ils vont tomber sur les écrits de deux écrivains qui sont d'un côté Paul Racinier, de l'autre Robert Faurisson, et s'appuyant sur leurs écrits, ils vont lancer une campagne pour dire que la Shoah n'existe pas, que le génocide nazi est un mensonge. Et là, on va assister de 1978 jusqu'à la fin du XXe siècle à l'incroyable convergence entre des théoriciens de l'ultra-gauche et des militants d'extrême droite. Et j'ai personnellement vu de mes yeux, à la fin des années 1980, dans une librairie d'extrême droite qui s'appelait la librairie Ogmios, 10 rue des Pyramides. Elle occupait l'ancien siège du Parti populaire français de Jacques Doriot, et ce n'était pas un hasard. Et j'y ai vu des journaux d'extrême droite cohabiter avec des brochures ultra-gauche. Et là, je me suis dit que le monde allait mal, mais j'ai vu effectivement cette troublante cohabitation liée au fait que l'extrême droite et l'ultra-gauche étaient d'accord sur le fait qu'il fallait soutenir les thèses négationnistes. Alors ça a été, je dirais, la pire déviance de l'ultra-gauche. Et aujourd'hui, beaucoup de vétérans de l'ultra-gauche historique sont devenus amnésiques. C'est-à-dire qu'ils ont oublié l'existence de cette période, ou ils ont oublié qu'ils en avaient fait partie, j'en connais beaucoup, et c'est véritablement le squelette dans le placard de l'ultra-gauche. Mais enfin, c'est une réalité. C'est vrai que c'est une séquence rétrospectivement... C'est une séquence, voilà. C'est une séquence qui est importante. Soyons honnêtes tout de même, il y a une partie de l'ultra-gauche qui, au bout d'un moment, a été dans la rupture avec ce personnage important, Pierre Guillaume. Voilà, c'est pas toute l'ultra-gauche française qui s'est ralliée. Disons que ça s'est fait par épisode et qu'il y a eu tout de même des ruptures de la part d'un certain nombre de gens. Il y a eu plusieurs groupes ultra-gauche qui ont bien sûr refusé d'endosser le négationnisme. Je pense par exemple au groupe Révolution Internationale, entre autres, et contrairement au groupe pour l'intervention communiste qui lui était négationniste. Enfin bref, c'est des détails. Et puis il y a eu surtout une pétition qui a été publiée dans les années 1990, qui s'appelait les ennemis de mes ennemis. Les ennemis de mes ennemis ne sont pas forcément mes amis. Enfin, ou les amis, enfin bref, quelque chose comme ça, et dans laquelle vraiment toutes les générations d'ultra-gauche répondaient au négationnisme. J'ajouterais que, comment s'appelait-il Pierre Vidal-Naquet, voilà, ça me revient, qui à l'époque était monté au créneau contre les négationnistes, était lui-même un ancien d'un groupe ultra-gauche qui s'appelait Socialisme ou Barbarie. Donc c'était une façon pour le groupe Socialisme ou Barbarie ou ses descendants de dire « nous ne sommes pas négationnistes ». Donc il y a eu effectivement dans l'ultra-gauche un vrai schisme. Si on en parle un peu longuement, je crois qu'il faut le préciser, pour les gens que ça intéresse et qui souhaiteraient aller plus loin, c'est que dans cette séquence, on va dire douloureuse, on retrouve quand même beaucoup de noms importants de l'ultra-gauche française et d'ailleurs pas uniquement française. La Vieille Taupe a été, avant la dérive de Pierre Guillaume, une librairie... Les plus brillantes de France. Des plus brillantes de France, qui a diffusé pendant des années, effectivement, toute la littérature théorique de l'ultra-gauche et qui a été un pivot assez important. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur le sujet, parce que, voilà,
cette page... c'est la page la plus sombre de l'histoire de l'ultra-gauche. Et qui ne revient pas à dire que les extrêmes se touchent. C'est c'est autre chose. C'est pas ça le sujet. Oui, et ça doit beaucoup, on peut le dire, à la dérive, y compris individuelle, d'un personnage qui est Pierre Guillaume. Je dirais une dérive collective. La dérive d'un certain nombre d'activistes ou d'animateurs de l'ultra-gauche qui ont vraiment pensé, qui se sont laissés convaincre par les écrits d'abord de Paul Racinier, qu'il lisait dès le début des années 1960, fin 60, début 70, et puis évidemment Robert Faurisson, qui lui était censé apporter des arguments techniques à ses dires.